Bonjour. Merci à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, mon ouvrage, qui est en cours de finalisation et en cours de mise à jour en réalité. Donc l'enjeu étant d'enseigner les VAR de la petite section au CM2, donc EVAR, éducation à la vie affective et relationnelle. Donc, il n'y a pas et à la sexualité puisqu'on s'arrête au CM2. Alors, qui je suis? Avant tout, je suis conseillère pédagogique de circonscription, depuis, quelque temps aussi formatrice départementale et académique. Enfin, formatrice départementale, ça va dans les fonctions de conseillère pédagogique et aussi formatrice académique, pour le groupe, EVAR sur l'académie de Versailles. Et je suis aussi, membre du GEP. Alors le GEP, c'est le groupe d'écriture des programmes. C'est-à-dire que j'ai participé à l'écriture des programmes, des VAR, que vous allez pouvoir mettre, en application à partir de septembre. Et puis, au milieu de tout ça, j'anime de temps en temps, des interventions auprès de fédérations de parents. J'ai enregistré une émission pour être prof, qui, parle, de toutes les réticences qu'on peut avoir, face à ce programme. J'ai aussi participé à des tables rondes pour la DGESCO. Je fais aussi partie du plateau d'experts pour l'émission Regard Sûr pour les enseignants qui ont déjà regardé ces émissions. Ce sont des petits formats, d'1 heure qui permettent de présenter les programmes. Il y en a déjà qui sont sortis sur le français et les maths et donc en septembre, vous en aurez un sur le programme des VAR. Voilà pour mon palmarès personnel. L'histoire a commencé donc par cet ouvrage, Aborder l'éducation à la sexualité, que Hachette m'a donné la chance de pouvoir écrire, que c'est un projet que je leur ai présenté, en 2022, le temps que voire 2021, je ne sais plus, mais enfin le temps que l'écriture se fasse. Il est donc sorti en 2023, en juin 2023, me semble-t-il. À l'époque où il n'y avait pas de programme, mais où l'éducation à la sexualité était déjà malgré tout au programme, puisque c'est le cas depuis 2001 en réalité. Alors pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? En fait, moi j'en faisais déjà dans ma classe, quand j'étais en classe, sans trop savoir que ça rentrait dans les programmes d'éducation à la sexualité. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait des programmes, enfin que l'éducation à la sexualité était au programme au moment où j'étais en classe. Heu, c'est une notion qui m'a toujours intéressée. Quand je suis, devenue conseillère pédagogique de circonscription, un certain nombre de situations, me sont arrivées. On a eu des situations à gérer, des situations problématiques et non problématiques, mais déjà, rien que faire le tri entre ces situations, c'est déjà une connaissance nécessaire de l'EVAR. Face à ces situations, les enseignants, les directeurs, nous interrogeaient sur les ressources, sur ce qu'ils pouvaient mettre en place dans les classes et à ce moment-là, j'ai cherché des ressources et sur EduScol, notamment, il y avait plein de choses pour le second degré, mais il y en avait pas pour le premier. Donc voilà, j'ai cherché, je me suis formée, tout cela a abouti, à cet ouvrage. Donc pour construire, cet ouvrage, je vous disais, j'ai cherché, et je me suis formée. J'ai fait la formation du CDC-ESS, qui est une formation proposée par le conseil départemental du 91. Donc si certains s'y intéressent, je vous encourage à la faire, elle est vraiment, formidable. Je me suis beaucoup auto-formée, ça c'est, un peu la base pour, pour tous les enseignants. Pour me lancer dans l'écriture, j'ai lancé un sondage auprès de tous les enseignants que je pouvais connaître. Donc d'abord tous les enseignants de ma circonscription, mais aussi des enseignants, dans mon entourage, dans la France entière. La question était, «Et vous, qu'est-ce que vous faites, en termes d'éducation à la sexualité dans vos classes?» Et ça m'a amené à un constat, assez éloquent puisque, je n'ai que les enseignants du cycle 3 qui m'ont répondu, de façon factuelle en parlant, de puberté, sur les règles aussi, enfin voilà des choses, très biologiques.
Et puis, le peu d'enseignants hors cycle 3 qui m'ont répondu, en fait, ils m'ont répondu pour me dire que eux, ils ne se sentaient pas concernés par ma question puisqu'ils n'étaient pas en cycle 3. Voilà, donc à ce moment-là, ce sondage n'a rien de scientifique, hein, c'est un sondage personnel, mais en tout cas, il y avait quand même plus d'une cinquantaine d'enseignants qui m'ont répondu. En tout cas, j'en ai déduit que l'éducation à la sexualité avait plutôt l'image de cet enseignement à la puberté, à la reproduction et une sensibilisation sur les règles. Voilà, donc encore une fois, très biologique. Après, depuis 4 ans, j'anime des formations aussi au sein du département et j'ai pu constater que ça a été longtemps encore cette vision-là que pouvaient avoir les enseignants. Là, de moins en moins avec toute l'actualité qu'on peut avoir, mais ça a été longtemps le cas. Donc voilà, je leur ai demandé aussi à ces enseignants dans mon sondage quelles étaient leurs questions, leurs réticences, etc. Et donc je suis partie de ces questions et de ces réticences pour concevoir mon ouvrage. Avant que je vous développe un peu le contenu, je déplace cette fenêtre parce que je ne vois plus rien. Voilà. À savoir aussi que oui, j'ai expérimenté toutes les séances qui sont dans l'ouvrage. En tant que conseillère pédagogique, je me mets à la disposition des enseignants de ma circonscription. Quand j'ai un petit peu de temps, je leur propose mes services pour enseigner, pour faire quelques séances d'éducation à la sexualité, des VAR dans leur classe. Ce qui amène à plusieurs choses. Déjà, moi, ça me permet de tester les séances que je propose. Donc, celles que vous trouverez dans les ouvrages, elles sont testées et approuvées. Et en plus, ça me permet de voir aussi la réaction des enseignants. Et comme vous pouvez le voir, mon mot d'ordre en écrivant cet ouvrage, c'est ce qu'il y a dans le petit cercle rouge là. C'est vraiment que les enseignants aient l'impression, prennent conscience plutôt, que en fait cet enseignement, il est bien plus simple que ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, quand je vais dans les classes tester mes séances, c'est aussi ça qui ressort, c'est que les enseignants me voient faire et puis me disent, mais en fait, c'est super facile ce que tu fais, effectivement, je peux complètement faire la même chose. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de cet ouvrage. Et puis enfin, on est arrivé sur une refonte là qui est en cours d'écriture puisque les programmes sont sortis en février et donc on a adapté l'ouvrage pour qu'il réponde au programme, qui reprenne aussi les éléments du programme et qu'il vous aide à prendre en main ces programmes. Donc il y a toute une partie aussi sur la lecture des programmes pour être bien au point sur ces textes qui peuvent paraître un peu fastidieux et beaucoup de choses à faire, alors qu'en réalité, tout se recoupe et qu'il y a un moyen de s'organiser. Voilà. Et puis aussi, parce que depuis 2023, comme j'ai continué à faire des séances dans les classes, j'ai continué à me former, j'ai continué à former. Entre les questions qu'on me pose, les réponses que je peux apporter, continuer mes recherches, il y a des choses que je voulais modifier aussi. Donc, il y a quelques corrections aussi par rapport au texte préexistant. Voilà. Donc, voilà la nouvelle version. Donc, on passe de aborder l'éducation à la sexualité, puisqu'on était sur la version avant les programmes officiels, à enseigner, puisque maintenant on a des programmes qui sont bien clairs, et l'éducation à la vie affective et relationnelle, puisque c'est l'intitulé qui a été choisi pour ces programmes. Et on change de format aussi, puisqu'on était sur un format, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais plutôt version A5, et là on passe sur un format plutôt A4. Avec moins de fiches des fiches photocopiables, mais qui du coup sont déjà au format et sont faciles à photocopier plutôt que d'aller les chercher sur internet. Donc voilà, comme je vous disais, mes objectifs, c'est vraiment rassurer, se dire que en fait, c'est facile et faciliter aussi, vraiment proposer des outils qui soient à la fois clés en main
et à la fois adaptable. L'idée, c'est que si vous avez envie de suivre la séance qui est proposée, vous pouvez le faire. De toute façon, c'est le cas pour n'importe quelle séance. C'est pas parce que on récupère une séance clé en main que tous les enseignants vont la faire de la même façon. Donc, chacun va se l'approprier. Mais vous avez tous les éléments qui vous permettront de la mettre en œuvre de façon clé en main si vous en avez envie, mais elle est aussi suffisamment ouverte pour pouvoir l'adapter, c'est-à-dire que si c'est une séance qui part d'un album, vous pouvez changer l'album de départ et vous avez malgré tout la trame de la séance qui peut complètement être gardée et adaptée pour le nouvel album. Donc c'est vraiment un entre-deux qui est volontaire. Et sur les retours que j'ai eus sur le premier ouvrage, ça a l'air de fonctionner dans ce sens-là. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être compatible avec le terrain, et autant sur le contenu que sur l'organisation. On le sait, pour les VAR, il n'y a pas d'heure donnée. On est toujours sur les 24 heures d'enseignement. Je compare souvent ça aux 10 heures de phare pour le harcèlement. Il n'y a pas d'heure en plus, mais en réalité, c'est un enseignement qui se fait de façon complètement transversale. Donc l'idée, c'est d'aller voir à chaque fois qu'on va aborder un sujet, dans quelle discipline on va pouvoir l'aborder. Ou alors, à l'inverse, quelles compétences des autres disciplines je peux développer grâce à l'enseignement de la notion EVAR. Donc ça aussi, c'est explicité dans l'ouvrage. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, ce n'est pas des heures en plus, ce n'est pas des séances en plus, c'est des séances qui vont être mêlées au quotidien de la classe et au contenu de la classe. Donc, l'ouvrage, il se découpe en 2 parties. On a une première partie qui elle-même est découpée en plusieurs parties. La première chose, c'est de répondre aux questions des enseignants. Comme je vous disais, quand j'ai fait mon sondage et au cours des formations, les enseignants me posent un certain nombre de questions qui reviennent régulièrement. Donc voilà, j'ai voulu apporter des réponses à ces questions. Donc, ça va, comme je vous disais, de l'organisation, comment je fais avec 24 heures pour rajouter les séances des VAR. On a aussi toutes les questions de gestion d'une situation ou de révélation d'élèves avec des réponses légales, institutionnelles, voilà, des ressources et des outils pour gérer ce genre de situation. On va avoir voilà, j'en ai rajouté dans le nouvel ouvrage que je n'ai pas sous les yeux puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser face à cet enseignement. La question de la réticence des parents aussi. Oui, c'est ça. Il y a la réticence des parents et le recours aux associations. Donc, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais pour le premier degré, les programmes recommandent de ne pas faire appel aux associations puisque c'est vraiment un objet d'enseignement qui doit revenir aux enseignants. Malgré tout, je réponds quand même à cette question parce qu'il y a aussi l'intervention des infirmières et des personnels sociaux qui peuvent intervenir dans les écoles en co-animation avec les enseignants. Donc voilà, ça, je donne des réponses là-dessus. Et puis, la réticence des parents, faut-il faire un mot pour prévenir les parents qu'on va faire une séance, etc. Tout ça, j'y réponds aussi. Ensuite, donc, on va poser le cadre et le contexte. Donc, c'est là où je vais reprendre les éléments du programme, comment lire les programmes, comment organiser son enseignement à partir des programmes. Et puis, tout ce qu'il faut savoir pour commencer aussi, parce que c'est comme n'importe quel enseignement, il y a la pédagogie, il y a la didactique et du coup, sur les VAR, il faut quelques connaissances de didactique et notamment la posture de l'enseignant, qui est une posture en EVAR qui peut être un peu différente. Alors, ça dépend de la posture de chacun dans sa classe, mais on va vraiment pas être dans la posture d'apporter une réponse aux questions des enfants, mais plutôt de réceptionner les questions des enfants et de les faire réfléchir, de les faire cheminer vers des réponses qu'ils ont déjà.
L'idée étant de confirmer ou d'infirmer ce qu'ils savent déjà, mais en tout cas absolument pas d'aller plus loin que ce qu'ils demandent. Et de vraiment être en position de comprendre quelle est la réelle question des enfants pour pas répondre à autre chose que la question qu'ils se posent. Et en fait, tout ça, c'est ça qui va faire aussi qu'on va garder notre crédit, qu'on n'ira pas trop loin et que du coup, on tombera pas dans justement ces réticences que peuvent avoir les parents face à cet enseignement. Donc tout ça, c'est bien expliqué, dans cette première partie aussi. Donc là, on est sur une partie, plutôt, comme je vous disais, didactique, vous aidez-vous à prendre en main cette notion et après on passe à une deuxième partie qui est beaucoup plus pratique. Donc là, bah, alors les programmes, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les notions, qui doivent être abordées? Pour chaque notion, alors ça, c'est une nouveauté aussi dans le nouvel ouvrage, pour chaque notion, j'ai vraiment pris le temps de reprendre les enjeux de chaque notion. Voilà, si on enseigne le consentement, bah, pourquoi on l'enseigne? Qu'est-ce que ça amène dans la vie de l'enfant? Qu'est-ce que ça engendre? Quels sont les obstacles possibles? Voilà, donc être bien au clair avec la notion avant de l'enseigner. Et puis après, des séances types, des propositions, des outils. Donc comme je vous le disais, suffisamment, clair pour pouvoir être suivi, tel quel si on en a envie et suffisamment large malgré tout pour pouvoir l'adapter et s'en saisir à sa manière, avec toutes les connaissances, qu'on aura vues, juste avant. Et enfin, ça a été une demande aussi, qui m'est revenue après, la sortie du premier ouvrage, c'est, une partie mallette. L'idée c'est je vous propose une bibliographie en fait pour, cycle 1, pour le cycle 2 et pour le cycle 3. Ce qui fait que si, en tant qu'enseignant, vous dites: «Bon allez, cette année, je me lance et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mes commandes?» et ben, vous aurez ça, voilà, l'ensemble des ouvrages, je dirais, 1 ouvrage minimum par notion qui me permet de me lancer. Voilà, après ça reste, mes ressources à moi, il y en a plein d'autres, enfin déjà, il a fallu que je fasse des choix dans toutes celles que j'ai et que j'avais et puis vous, il y en a peut-être aussi que vous connaissez et que moi je connais pas. Donc ça n'est bien sûr qu'une proposition. Voilà, j'ai l'impression que j'ai parlé très, très vite et je crois que j'ai déjà fini en fait. Alors, je me permets juste de reprendre, Super. la parole pour, pour vous transmettre les questions. Donc on a une première question une personne qui demande: «Les personnes ayant déjà l'ouvrage «Aborder l'éducation à la sexualité» auront-elles accès à la mise à jour ou devront-elles racheter l'ouvrage?» Donc ça, je pense que je vais pouvoir y répondre de mon côté, du coup, Voilà. du côté de chez Hachette. En effet, les personnes qui ont déjà acheté l'ancien ouvrage devront effectivement se procurer le nouveau puisqu'il s'agit d'un livre totalement nouveau. Donc il n'est pas prévu qu'il soit mis à disposition des personnes, ayant déjà l'ancienne version. Voilà. Ouais, il y a vraiment Et des apports supplémentaires en termes de notions, des séances qui ont été modifiées puisque, les séances ont été réadaptées au programme. Donc, parfois certaines notions qui étaient plus développées sur le cycle 2, sont plus développées sur le cycle 3 parce que c'est ce qui correspond au programme. Donc, oui et la refonte est vraiment, en profondeur, c'est pas anecdotique, c'est vraiment un nouvel ouvrage. Mmh. en effet. Et donc une deuxième question très technique toujours, une personne demande quel sera le prix. Donc ce nouvel ouvrage sera au prix de 22,95 €. Voilà. Ce qui est sensiblement la même Hem chose que l'ancien, je crois. Oui, il est peut-être très légèrement au-dessus, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est assez similaire. Mmh. Une autre personne demande: «Quelles sont les notions abordées dans votre ouvrage?» Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, déjà, il y a un consensus, à peu près, je dirais dans le monde entier, puisque moi j'ai aussi lu beaucoup de choses sur ce qui se passe au Québec, en Suisse, en Belgique et cetera. On retrouve toujours les mêmes notions. Moi, j'avais déjà abordé un certain nombre de notions, enfin les notions dans mon ouvrage. Comme j'ai participé au groupe d'écriture des programmes, vous vous doutez bien que,
j'ai dit des choses et ces choses-là sont aussi, même si j'étais pas toute seule, sont aussi arrivées dans les programmes. Donc tout ça est d'une assez bonne cohérence. Donc pour reprendre, si je reprends le sommaire, on va retrouver tout ce qui est connaissance du corps, les émotions. Enfin, connaissance biologique déjà du corps, et puis ses émotions. Comme vous avez pu le voir aussi dans les programmes, c'est très lié au CPS, donc compétences psychosociales. Donc, on va beaucoup travailler sur ces compétences à travers toutes les notions. On va retrouver la notion de secret, les adultes de confiance et la confiance en général, la question du consentement, la question de l'intimité, la question des droits de l'enfant, et la question des stéréotypes. Je dirais qu'il y a une notion que je développe un peu moins, même si je l'aborde et que de toute façon, elle est tellement transversale à toutes ces notions-là, on en parle forcément, mais c'est la question de l'égalité filles-garçons. Il y a des choses que je mets malgré tout dans la mallette, je l'aborde à travers les différentes notions. Après, j'ai pas fait un focus plus important que pour le reste, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'ouvrages déjà qui existaient sur la question de l'égalité filles-garçons. Voilà, je pense que... Ah oui, si, il y a les structures familiales aussi que j'aborde. J'essaie de vérifier que je vous ai tout dit. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais. Merci beaucoup. Une autre personne mentionne, sauf erreur de ma part, les programmes EVAR en vigueur à la prochaine rentrée ne concernent plus que la vie affective et relationnelle et non la sexualité jusqu'au CM2. Alors, tout à fait. Et en fait, le terme éducation à la sexualité, c'est un terme qu'on voit apparaître dans le Code de l'éducation depuis 2001. C'est pour ça que c'est comme ça que s'appelait mon ouvrage auparavant. On utilisait le terme de sexualité dans son sens vraiment général. On n'est pas sur l'acte sexuel, mais la sexualité en général, qui est aussi la relation à l'autre, la connaissance de soi, la connaissance de ses limites, la connaissance et la reconnaissance de l'autre et de ses limites aussi. Donc c'est vraiment un terme de sexualité au sens très général. Et on pouvait aussi, on le retrouve un peu sous une autre forme, mais ils l'ont un peu modifié sur Eduscol. Il y avait cette infographie en trois axes pour l'éducation à la sexualité, où on retrouvait le fil du biologique, le fil du social et le fil du juridique. Et donc, voilà, c'est vraiment une notion de sexualité sur ces trois axes. Après, sur l'écriture des programmes, il s'est posé la question effectivement de la réticence des parents. Il n'y a pas que les enseignants qui se la posent, le gouvernement aussi se la pose. Et ce qu'on voulait avant tout, c'était aussi que ces programmes, ils rentrent à l'école et qu'ils soient bien accueillis. Et en gardant ce terme de sexualité, on risquait de faire peur à des parents du premier degré, avec toutes les rumeurs qui pouvaient circuler aussi sur l'arrivée de ces programmes, avec on va enseigner aux enfants à se masturber, etc. Donc bien évidemment, ça n'est pas dans mon ouvrage et ça n'est pas dans les programmes. Mais donc, pour poser les choses plus clairement vis-à-vis de la population en général, il a été bien distingué l'éducation à la vie affective et relationnelle jusqu'en CM2 et à la sexualité qui commence en 6e, où du coup, là, ils vont pouvoir au collège et au lycée aborder des questions de prévention autour de la sexualité au sens plus commun du terme. Merci pour ça. Juste une petite question, est-ce qu'il serait possible de mettre... voilà, cette slide-là, exactement. Parfait, merci. Une personne demande, dans le cadre du plan de formation de circonscription, est-ce que vous pourriez intervenir sur les 3 heures de formation EVAR obligatoire dans le premier degré pour la prochaine année? Alors, la question est, il manque des précisions sur la question parce que, alors déjà
comment vous dire, selon, comme je ne sais pas d'où les gens viennent, potentiellement de la France entière, je ne sais pas comment sont construits les plans de formation de circonscription dans les autres académies que la mienne. Et chez nous, c'est des formations de 6 heures. Là, j'entends 3 heures. Donc déjà, voilà, c'est une chose une information que je n'ai pas. Moi, je le fais. Sur mon département, on a 6 heures de formation EVAR qui existent et je le fais. Je fais aussi des stages sur les vacances, des stages de 2 jours que j'anime sur les vacances de février et de Pâques. Et puis après, au sein du groupe académique, alors normalement, là, avec cette arrivée des programmes, normalement, les groupes académiques des différentes académies devraient mettre en place des formations à disposition des circonscriptions. Je ne sais pas ce qui est prévu. Moi-même, sur mon académie à Versailles, on est encore en construction. Voilà, ça c'est ce que je peux vous répondre de façon un peu générale. Après, si la question c'est de savoir est-ce que je peux me déplacer et faire une conférence sur un temps de formation, oui, ça c'est possible. Après, il y a juste les questions d'agenda qui se posent, mais oui, c'est possible. Je suis dans le catalogue Hachette des personnes qui peuvent animer des conférences. Voilà, j'ai essayé d'être complète sur ma réponse, n'ayant pas tout compris à la question. N'hésitez pas à préciser. Donc la personne a précisé qu'elle posait la question en tant que coordinatrice REP dans le 94. Voilà. Donc 94, c'est 94, est-ce qu'on est à Versailles 78, 91, 92, 95. Donc non, 94, vous n'êtes pas à Versailles. Du coup, on est plutôt dans le cadre d'une intervention extérieure, donc ce que je disais, dans le sens des conférences. Mais elle a mon nom et donc qu'elle n'hésite pas à m'écrire. J'ai pas mis mes coordonnées d'ailleurs. Alors c'est pas très compliqué parce que pour tout professionnel de l'éducation nationale, on fonctionne tous pareil. Vous pouvez taper Aurélie sans accent .gourmelon @ac-versailles.fr et comme ça vous me trouverez. Et comme ça vous pourrez me poser ce genre de questions de façon beaucoup plus précise et je pourrai y répondre aussi de façon plus précise. Merci. Et cette personne précise également que ça répond bien à sa question et Super. que potentiellement l'intervention pourrait se faire en visio, qu'elle reviendra vers vous et qu'elle est dans l'académie de Créteil. Voilà, c'est ça. Voilà. Autre question. Donc, nous avons quelqu'un qui demande, pouvez-vous nous donner quelques notions abordées au cycle 1? Alors, bien évidemment, on va insister sur les émotions, sur la relation à l'autre et sur la lecture des émotions de l'autre. En fait, je dirais de manière générale, ça s'applique pour de la petite section au CM2. À chaque fois qu'on va aborder une notion, on va l'aborder pour soi et on va l'aborder aussi dans la lecture de l'autre. Donc, quand on va aborder la question des émotions, c'est savoir reconnaître ses propres émotions, savoir formuler ses propres émotions, mais aussi savoir reconnaître les émotions de l'autre et pouvoir réagir aux émotions de l'autre. Donc, pour le cycle 1, il y a les émotions, mais après, il y a aussi des débuts de notions, parce qu'en fait, c'est un programme qui est assez curriculaire, hein, le programme d'EVAR. Les notions, elles reviennent et elles s'approfondissent et elles s'adaptent à l'âge des enfants au fur et à mesure des cycles. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer déjà à aborder la notion de confiance pour en arriver à la question de l'adulte de confiance. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que la confiance. Donc, ça aussi, c'est une notion qu'on va aborder en cycle 1. On va demander aussi aux enfants quels sont les adultes avec qui ils sont le plus à l'aise, avec qui ils parlent quand ils ont des problèmes ou qu'ils se posent des questions, ce qui va permettre à l'enseignant, alors là on n'est pas réellement dans un enseignement, mais sur les VAR, on a aussi cette notion de repérage des situations et de prévention.
Et du coup, voilà, de travailler avec les élèves sur quels sont leurs adultes de confiance, ça permettra aussi aux enseignants de se faire une idée des relations qu'ont leurs élèves et de savoir s'ils ont des adultes de confiance, si papa et maman font partie des adultes de confiance, ce qui est une grande question aussi. On va aborder aussi la question du consentement puisque, dès la petite section, bah, si je demande à mon camarade, prendre sa voiture, et qu'il veut pas me prêter sa voiture, ben, déjà, il faut que je lui demande, donc on est bien dans le consentement et s'il refuse, faut que j'accepte qu'il refuse de me la prêter. Donc, voilà, c'est sur des situations du quotidien vraiment, toutes simples qu'on peut déjà aborder cette question du consentement dès la maternelle. Donc soi-même aussi, hein, consentir ou ne pas consentir quand on nous demande quelque chose et puis après on est aussi dans toute la question des relations avec les autres, du copain qui me fait un bisou, du copain qui veut me tenir la main, du copain qui veut me parler, qui veut jouer avec moi. Enfin voilà, tout ça, on est dans le consentement. Sur la question de l'intimité, une grande question en maternelle, et là, on est vraiment sur les prémices puisque, ils sont en train de construire cette notion d'intimité, cette notion de pudeur. Ils l'ont pas tous, enfin, elle se construit vraiment entre 3 et 6 ans. Mais en tout cas, quand elle se met en place, c'est là aussi où on va travailler sur la posture de l'enseignant, des ATSEM, des éducateurs en général, qui entourent nos élèves. Bah, une fois qu'ils l'ont, cette notion de pudeur, il faut la respecter. Parce que si on leur explique, qu'il faut respecter l'intimité des autres, bah, il faut aussi qu'on respecte la leur. Donc, aller aux toilettes et faire pipi devant tous les copains qui passent devant, c'est pas toujours agréable, les enfants aiment pas forcément. On sait que ça pose un problème de santé publique d'ailleurs. Donc accepter qu'un enfant dise qu'il n'a plus envie d'aller aux toilettes devant tout le monde, trouver des solutions avec des claustras déplaçables, si on n'a pas de petite porte, dans les toilettes. Ça vient à chaque formation, la question des toilettes en maternelle. Voilà, il y a aussi la question du réveil de sieste aussi, avec les enfants qui sont mouillés, qu'il faut changer, qu'on va éviter de changer au milieu du dortoir devant tous les autres copains, voilà, ce genre de choses. Bien sûr, la connaissance du corps, donc je me permets de dire que pénis et vulve ne sont pas des gros mots, ce sont bien des mots scientifiques, et c'est cela qu'il faut qu'on emploie nous avec les élèves, même si on réceptionne leur vocabulaire personnel. Donc la connaissance du corps, les mots qu'on met dessus. Encore une fois, on revient avec l'intimité aussi, puisqu'on va faire la distinction entre les parties du corps qui sont intimes et les parties du corps qui ne le sont pas. Et puis, la question des stéréotypes de genre, ça, elle se pose aussi dès la maternelle et quelques notions de droits de l'enfant. On peut commencer aussi, sur ces premiers droits parce que, en fait, ce qui se cache derrière les droits de l'enfant, c'est aussi, que les enfants, ils aient conscience qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de s'exprimer, et qu'ils sont des êtres à part entière. Si je peux me permettre une petite anecdote, une fois, j'ai eu une situation, j'étais dans une école, pour une visite et il y a un enfant qui, s'est allongé, de tout son long sur une autre enfant et qui a essayé de l'embrasser. Donc on était en petite ou moyenne section, je ne sais plus très bien. Et donc on a repris l'enfant, on lui a expliqué que c'était pas possible d'agir comme ça avec sa camarade et cetera et puis moi j'ai discuté avec la petite fille, qui a subi ça et je lui ai demandé, ce qui s'était passé, comment elle avait vécu, et en fait dans notre discussion, ce qui est arrivé, c'est qu'elle me dit: «Mais» parce qu'elle a certainement voulu excuser aussi cet enfant, qui était un de ses camarades, «Mais peut-être qu'il a demandé à papa et maman, s'ils étaient d'accord pour qu'il me fasse des bisous». Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez que cette petite fille, en fait, si papa et maman, ils ont dit qu'ils étaient d'accord, bah, du coup, moi, je suis d'accord et les droits de l'enfant, ils sont là, en fait. Bah, c'est pas parce que papa et maman, ils ont dit qu'ils étaient d'accord que toi, tu dois être d'accord. Voilà, papa et maman, ils te disent peut-être de faire bisou à mamie, si tu as pas envie d'avoir un bisou, bah, tu as le droit de pas avoir envie d'un bisou. Voilà. Donc en fait, vous voyez qu'on aborde toutes les notions dès la maternelle. Merci pour cette réponse très complète et j'ai une question qui rebondit d'ailleurs, sur,
une partie de cette réponse. Juste avant de la poser, je rappelle pour toutes les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et on les retransmet toutes les unes après les autres. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc une personne demande, j'ai vu dans le programme une partie sur la connaissance des parties du corps, notamment les parties intimes, même si ce n'est pas très clair, en partant de leur dénomination pour aller vers un vocabulaire scientifique. Votre ouvrage précise-t-il le vocabulaire à employer? Alors oui, moi je le précise, parce qu'effectivement, je trouve que c'est important d'autoriser les enseignants à avoir ce vocabulaire. Et puis, j'ai eu le cas aussi en formation où des enseignants m'ont dit, mais moi j'ai besoin de savoir c'est quoi le vocabulaire scientifique. Il y a des enseignants qui ne sont pas francophones natifs. Et pour qui, entre le mot de vulgarisation, le mot scientifique, c'est pas très clair. Donc oui, je le précise et je donne des ressources aussi avec des planches anatomiques qui sont tout à fait montrables aux enfants et qui sont adaptées à chaque âge, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Je donne aussi des ressources, des podcasts, des ouvrages et tout ça qui peuvent donner aussi de la ressource sur ce vocabulaire-là. Et effectivement, les programmes disent qu'on part, mais en fait, c'est le cas sur toutes les notions. On part des connaissances des enfants. Donc là, en l'occurrence, on va partir du vocabulaire des enfants et on va leur demander comment ils nomment ces parties-là. Et on va faire du tri, déjà pour être sûr qu'ils ne mélangent pas les fesses et la vulve. Voilà, des fois, avec le vocabulaire fleuri, personnel, les limites ne sont pas toujours très claires. La partie interne, la partie externe aussi, qui n'est pas toujours très claire. Alors nous, on ne va pas rentrer en maternelle sur le vocabulaire de la partie interne. En tout cas, ce n'est pas dans les programmes. Si ça vient dans les questions, on y répond, mais ce n'est pas une demande des programmes. Ça n'arrive qu'à partir du CP. Mais donc, effectivement, oui. Enfin, là, je vous l'ai dit, en maternelle, c'est vulve et pénis. C'est le minimum à dire. L'idée étant qu'en petite section, on les laisse utiliser le leur et nous, on utilise ce vocabulaire scientifique et qu'à partir de la moyenne section, on soit en mesure d'évaluer qu'ils sont capables d'employer vulve et pénis. Voilà. Mais bon, si on l'a utilisé dans la petite section, il y aura pas trop de questions sur le sujet. Surtout que dans les classes, pour en avoir fait aussi plusieurs classes de plusieurs milieux différents, il y a toujours des élèves en fait qui ont ce vocabulaire-là. Il y a du vocabulaire très, très diversifié, mais il y a aussi toujours des élèves qui ont ce vocabulaire et puis il y en a même qui vont très très loin. Moi, j'ai eu des grandes sections qui m'ont parlé des petites lèvres et des grandes lèvres, donc voilà, ça c'est pas attendu, bien évidemment. Une autre personne demande, vous proposez des séances types, mais j'ai cru comprendre dans vos propos que les séances étaient mêlées au contenu de la classe et n'étaient pas des séances spécifiques. Qu'en est-il? Merci pour votre éclairage. Oui, alors en fait, il y a les deux. Selon les sujets, selon la manière d'aborder les sujets, il y a les deux. Il peut y avoir des séances qui vont partir d'un ouvrage de littérature, par exemple, auquel cas on va être sur un travail de compréhension, mais ça va être le sujet de l'ouvrage qui va faire qu'on va faire de l'EVAR. Donc là, on va être vraiment plus dans une séance de maîtrise de la langue et donc de compréhension. Mais au lieu de tirer uniquement sur le fil de la compréhension littéraire, je dirais, on va aussi mais en fait, c'est pareil, hein, vous le faites aussi sur les émotions des personnages, les décisions qu'ont pu prendre les personnages, les raisons pour lesquelles ils ont pris ces décisions. Et à travers ces discussions dans la compréhension du texte, on va dérouler les notions des VAR. Et puis, à l'inverse, il peut aussi y avoir des séances, je pense à celle sur le consentement, par exemple, où on va être vraiment dans une séance sur le consentement. On va partir ça va être ça l'objectif principal de la séance,
où on va faire une discussion avec les élèves, avec des modalités qui vous seront données. Et cette discussion va permettre de développer des compétences en maîtrise de la langue, des compétences d'argumentation, des compétences de justification. Et c'est ce qui vous permettra, dans votre emploi du temps, de placer cette séance dans la partie maîtrise de la langue de votre emploi du temps. Voilà. Bon, là, j'ai donné 2 séances qui sont liées à la maîtrise de la langue, mais il y en a aussi qui sont liées aux sciences, qui sont liées à l'EPS, qui sont liées à l'histoire, à l'art, etc. Donc, voilà, pour répondre à la question, il y a vraiment deux approches possibles et selon les notions, j'ai développé plutôt l'une, plutôt l'autre. Et j'ai envie de dire, quand on a compris la démarche, c'est un peu ce qu'on peut avoir sur d'autres ouvrages dans d'autres disciplines. Quand on a compris la démarche, après, on est capable de transposer la démarche à un autre sujet, à un autre ouvrage, etc. Bah, là, c'est la même idée. Une autre personne demande comment gérer des gestes sexuels en cycle 2. Alors, là, je vais pas partir sur une réponse parce que la question étant très très large, je peux pas répondre à une question si large sans oublier des hypothèses de situation. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'ouvrage, dans la première partie, vous avez un rappel et des ressources pour être bien au clair sur la différence entre les situations, je dirais, normales dans le sens où elles sont issues du développement psychosexuel des enfants. Donc, on est dans une découverte normale des enfants et de leur propre corps. Et donc, à contrario, des situations où là, il faut s'alerter. Alors, et il y a même 2 degrés dans ces situations où il faut s'alerter. C'est les situations où on va s'interroger, on va voir comment on peut aborder la question avec la famille et les enfants. Et les situations où, clairement, on ne se pose plus trop de questions et là, il faut passer au signalement directement. Donc, tout ça, ces éléments de développement psychosexuel, ils sont abordés dans l'ouvrage, dans la première partie. Les ressources qu'on peut avoir, les outils qu'on peut avoir pour gérer ces situations, ils sont aussi dans cette première partie. Et puis, les personnes ressources à qui on peut demander de l'aide pour gérer ces situations, elles sont aussi nommées dans cette partie. Voilà, donc normalement, vous trouverez votre réponse soit dans mon ouvrage, soit dans les ressources qui sont citées dans l'ouvrage, qui sont des ressources institutionnelles ou gouvernementales. Donc, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question autant que possible. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre demande: «Pouvez-vous donner les références de votre ouvrage? J'ai manqué le début. Merci». Bah, il est juste devant là. C'est une personne qui ne voit pas le diaporama. Enseigner Je l'éducation. ne sais pas du tout. Donc, le nom, c'est Enseigner l'éducation à la vie affective et relationnelle de la petite section au CM2. C'est la collection Pratiquer autrement chez Hachette, bien sûr, ça normalement, si vous êtes là, vous le savez. Et moi, je suis Aurélie Gourmelon. Donc, en fait, si vous tapez Aurélie Gourmelon et Hachette, normalement, vous le trouvez. Je n'ai pas non plus un champ d'écriture très diversifié, donc vous allez me trouver facilement. Mais par contre, il sortira en octobre. Donc n'allez pas le chercher à la FNAC la semaine prochaine, ou alors vous allez tomber sur l'ancienne version. Quelqu'un d'autre demande: «Mettez-vous en lien avec des albums de littérature de jeunesse?» Tout à fait. C'est vraiment un support privilégié et ça, je m'en sers de la petite section au CM2. Oui, complètement. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait une mallette, comme je vous disais. C'est ce que m'ont demandé les enseignants qui sont revenus vers moi après mon premier ouvrage. C'était d'avoir une collection d'ouvrages de littérature de jeunesse pour aborder chacune des notions et selon les cycles. Donc, oui, oui.
Une autre personne demande, avez-vous des liens avec les séances sur le consentement de Nouna? Alors, non, mais je cite Nouna, parce qu'effectivement, toutes les fiches, pratiques, les jeux de Nouna, j'aime beaucoup les jeux de Nouna, et notamment, je suis fan de la séance, sur les bonjours, la sorte de Shifumi des bonjours où on se croise et on fait un, 2 ou 3. Et donc le 1, on se dit bonjour, le 2, on se serre la main, le 3, on se fait une accolade. Voilà, cette séance, je suis totalement fan. Donc effectivement, c'est une ressource que je cite, c'est une ressource que vous pouvez largement aller voir. Là, pour développer les compétences psychosociales, c'est d'une richesse absolue. Mais non, en fait, enfin moi je fais pas partie de la conception, mais par contre, je travaille avec le C2A2E, qui eux, sont à l'origine de la conception des séances de Nouna. Donc oui, j'ai été formée sur les séances, Nouna, et je les valorise pendant mes formations auprès des enseignants. On a une autre question. Quelqu'un demande, votre ouvrage indique-t-il par cohorte les 3 séances attendues dans les programmes pour envisager le parcours pour une école? Alors, je vais être totalement honnête. 3 séances. 3 séances, c'est ce qui est marqué dans le code de l'éducation. D'ailleurs, pour être totalement, enfin, comment dire? Exact, dans le code de l'éducation, c'est bien marqué 3 séances minimum par an. Donc effectivement, il y a 3 séances. En réalité, je pense que ces 3 séances, elles ont été indiquées de cette façon-là parce que, dans le second degré, où il y a une multiplicité d'enseignants, de disciplines, et où c'est très découpé, si on n'annonçait pas 3 séances, chaque discipline pourrait considérer que l'autre va le faire et au final, personne ne le fait. D'ailleurs, faut être clair, c'est un peu ce qui se passe depuis 2001. Bon, voilà, à part certains enseignants très engagés. Mais nous, dans le premier degré, il y a, on vous demande de faire 3 séances. Il y a plus de séances que ça qui sont proposées dans les programmes. L'idée étant de s'assurer que, sur, chaque cycle, toutes les notions ont été abordées au moins une fois. Donc, et d'ailleurs, c'est bien dit dans le préambule des programmes, hein. L'idée, c'est à vous de faire votre programmation et de vous dire, bah, moi, je suis enseignant CP, je me sens bien d'aborder telle séance, telle séance, telle séance. Ce qui fait que l'enseignant de CE1, lui, il va se dire, bah, toi, tu as déjà abordé le consentement, bah, moi, j'ai plutôt abordé l'intimité. Et voilà, on se répartit les séances comme ça. D'autant plus que, on est quand même beaucoup en France à avoir des classes à double, voire à triple niveau, et qu'on ne va pas se dire, je suis en CP, enfin, ça c'est la séance de CP, donc je l'aborde avec mes CP, ça c'est la séance des CE1, je l'aborde avec mes CE1. Il y a un moment, voilà, faut être sur le concret, et la réalité de la classe. Vous n'avez pas découpé votre classe en petits groupes, et c'est pour ça que vous pouvez totalement adapter les propositions des programmes. D'ailleurs, les programmes le disent bien, les pistes qui sont données sont aussi des propositions. Donc vraiment, c'est à vous de construire, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais, c'est de se dire pour chaque cycle, est-ce que dans la programmation qu'on a construite, on aborde toutes les notions qui sont demandées à un moment donné du cycle. Voilà. Et après, comme il y a beaucoup de transversalité, moi, en fait, honnêtement, je trouve que 3 séances, enfin, rien que les enseignants de petite section qui n'ont même pas le sentiment de faire de l'EVAR, qui abordent les émotions, ils font déjà parfois toute une période sur les émotions, ils les ont largement dépassées, leurs 3 séances. Donc voilà, faut vérifier qu'on fait tout, qu'on aborde tous les sujets, mais il ne faut pas non plus se restreindre ou se barricader là dans des cases. Voilà. De toute façon, c'est tellement transversal que. Et puis même si vous avez décidé ces 3 séances-là, peut-être qu'il y a une situation de classe, un conflit d'élèves, une question d'élèves qui va faire que vous allez revenir sur un sujet et vous allez dépasser les 3 séances et ce sera très, très bien.
On a une autre personne qui demande, alors vous dites que si les élèves se questionnent, on y répond. Je suppose que nous répondons en restant dans les programmes, mais qu'en est-il pour les questions liées à l'amour? Qui peut-on aimer? Les différents types de familles, le sexe, les questions d'orientation notamment, ou sur des mots que les enfants entendent et qui ne sont pas de leur âge, viol, Hein. gay. Y a-t-il un protocole à suivre dans le cas de mots ou d'actes sexualisés? Hein. Alors ça, comme je vous le disais, dès le début de la seconde partie, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous mettre enfin de vous donner tous les outils de la posture de l'enseignant. Donc euh, là, j'ai dit rapidement, et donc la personne a répété, quand les enfants posent des questions, on y répond. Oui, on y répond, c'est-à-dire qu'on apporte une réponse, mais ce n'est pas nous réellement qui apportons la réponse. Et ça, j'ai même dans l'ouvrage, j'ai classé les types de questions des élèves en 3 types. Et pour chaque type, je montre comment on peut, enfin, ce que ça peut engendrer et comment on peut y répondre. Donc ça aussi, vous trouverez les réponses dans l'ouvrage. L'idée, comme je vous disais, c'est que quand un enfant pose une question, déjà, lui renvoyer sa question. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu as déjà une idée de cette réponse-là? Si il y a du monde autour, que d'autres ont entendu la question, si la question se pose avec toute la classe, en classe entière ou en regroupement maternel, on peut interroger les autres. Et vous, les autres, qu'est-ce que vous en savez? Et on les laisse apporter leurs réponses. Nous, notre rôle, là, ça va être de guider, en fait, de dire, bah, ça, c'est juste, ça, c'est faux, ça, c'est pas tout à fait comme ça, ce mot-là, ça signifie ça, etc. Et du coup, on va jamais plus loin que ce que eux apportent. Voilà, ça, c'est la première chose. Après, ça, c'est une question qui revient aussi à chaque fois en formation, c'est comment on fait si les enfants eux-mêmes vont plus loin que ce qui est attendu dans les programmes. Là, j'entendais dans la question du viol, ou j'ai oublié, mais enfin voilà, le viol est déjà suffisant. Ce qu'il faut se dire, ce que je dis aux enseignants, ce que je dis aux parents, c'est que si les enfants posent la question, déjà, c'est super bon signe. Si vous posez la question, c'est qu'ils ont confiance en vous et c'est qu'ils sont bien dans votre classe. Si les enfants posent la question, c'est qu'ils se la posent et qu'ils vont chercher une réponse. Maintenant, il y a 2 choix. C'est soit ils vont la chercher dans la cour avec leurs copains. Donc la question du viol, bah, si elle arrive chez un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, bah, elle va arriver dans la cour, au même âge. Donc il y a d'autres enfants qui vont en entendre parler. Bah, du coup, c'est peut-être mieux qu'elle se pose finalement dans la classe et que vous puissiez, leur demander ce qu'ils en savent, pourquoi où est-ce qu'ils ont entendu ce mot-là, et du coup, vous pouvez, abonder, en fonction de leur réponse. Soit, l'autre option, c'est aussi, pour les plus grands qu'ils aillent chercher la réponse sur internet. Et quand on pose la question aux enfants, où allez-vous chercher des réponses quand vous posez des questions? Internet, c'est la première réponse qu'ils ont. Et je vous laisse imaginer ce qu'on peut trouver sur internet si on tape viol. Voilà, donc encore une fois, c'est très bien qu'ils la posent en classe, même si ça dépasse les programmes, au moins la réponse que vous vous apportez, elle est raisonnable, elle est adaptée à leur âge et elle enfin, elle répondra de toute façon à une question qui est là, qui existe. Donc oui, ça dépasse, mais les enfants, ils sont pas, enfermés à l'école. Ils voient la télé, ils voient les affiches en 4x3 sur les bus, enfin voilà. Donc les enfants, ils vivent dans la société, en fait, donc ils se posent des questions qui dépassent les programmes, des fois. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. On a une autre Dites-moi personne si je suis qui trop longue dans mes réponses parce que je pourrais parler des heures, hein, donc alors, je pense que non et je pense que toutes les personnes encore présentes sont très contentes, j'imagine, d'avoir, toutes ces précisions. On a quelqu'un d'autre qui demande, alors là, c'est plus une question pour la partie Hachette. Avez-vous envisagé d'envoyer des spécimens de l'ouvrage en circonscription afin que les CPC puissent se l'approprier et pouvoir le conseiller aux collègues? Alors en général, nous n'envoyons pas de spécimens pour les ouvrages de pédagogie, donc on va pouvoir se poser la question, mais pour l'instant, on n'a pas spécialement, statué sur cette question-là. Voilà.
Ensuite, on a quelqu'un qui demande comment tenir compte de l'éducation donnée en famille, comment impliquer les parents. Alors, ça, c'est pareil, les programmes, ils répondent très bien. D'ailleurs, je vous encourage à aller chercher la FAQ qui est sortie en même temps que les programmes parce qu'elle répond à plein de questions que vous vous posez. En fait, les parents, il faut vraiment considérer qu'on est complémentaires. Eux, ils apportent l'information qui leur semble pertinente au regard de leur éducation, de leurs valeurs, de leurs convictions. Et nous, on apporte une réponse qui est scientifique, comme tout ce qu'on apporte dans toutes les matières. Là, je vais vous faire une réponse qui ressemble fortement à ce qu'on peut dire sur l'enseignement de la laïcité. Nous, on est sur du fait scientifique. Donc, à partir du moment où on est à l'école laïque et où les parents ont inscrit leurs enfants à l'école publique laïque, du coup, le fait scientifique ne va pas en contradiction normalement avec leurs valeurs. Donc voilà, c'est en ça où on n'empiète pas sur leurs convictions, mais par contre, on leur donne une égalité d'information à tous, qui est une information citoyenne, une information de futurs adultes qui doit s'épanouir dans notre société. Et donc, pour ça, on leur donne des outils. Et on a des familles qui sont très contentes qu'on le fasse parce qu'elles ne sont pas forcément à l'aise pour le faire elles-mêmes. On a des familles qui sont très contentes qu'on le fasse parce qu'elles sont à l'aise pour le faire, mais que s'il y a un double discours, un doublon de discours avec l'école, ça ne fait que conforter ce que les parents et ce que l'école dit. Donc, c'est très bien. Normalement, quand cet enseignement sera bien mis en place et que les parents auront tous reçu les messages et auront vu que c'est facile, c'est pas grave et qu'il n'y a rien de choquant dans les programmes, normalement, il n'y a pas de parents. D'ailleurs, quand on fait de la pédagogie avec les parents, en général, on les convainc assez facilement. J'ai envie de dire que les seuls parents à qui ça peut réellement poser un problème, c'est ceux qui n'ont pas du tout envie que leurs enfants soient éduqués et qui n'ont pas du tout envie que leurs enfants sachent que ce qui se passe à la maison, ce n'est pas normal. Et du coup, on a 2 fois plus notre rôle à jouer sur ces situations-là. Voilà. Ce que je n'ai pas dit aussi sur la naissance de cet ouvrage, moi, vraiment, une des choses où je me suis dit, mais en fait, l'éducation à la sexualité, c'est vraiment essentiel à l'école. C'est quand j'ai vu les témoignages des enfants d'Outreau et un des enfants qui témoignait 10 ans après et qui disait, mais moi, ce qui se passait à la maison, je pensais que c'était ce que vivaient tous mes copains. Et si à l'école, on lui avait expliqué, on lui avait décrit la normalité, il aurait été touché, il aurait entendu que ce qui se passait chez lui n'était pas normal et il aurait eu une chance de pouvoir demander de l'aide et révéler ce qui lui arrivait. Et ça aurait peut-être pas mis autant de temps pour être dénoncé, cette histoire. Donc voilà, vraiment, la pédagogie. Avec les parents, on explique ce qu'on fait, on explique l'intérêt. Et il n'y a pas de parent qui veut le bien de ses enfants qui peut être contre cet enseignement. Le tout, c'est de les rassurer sur le fait qu'on ne va pas aller contre leurs convictions, que ce soit sociales, religieuses, des valeurs, des mœurs, voilà. Mais par contre, on va donner la chance à leur enfant de prendre ses propres décisions, d'évoluer dans son monde du 21e siècle et de faire et d'évoluer en étant bien dans son corps et dans sa tête. Une personne a posé une question en rebondissant, je crois, sur la mise en place des 3 séances par niveau. La question qu'elle pose, c'est ces propositions semblent aussi complémentaires des nouveaux programmes d'EMC. L'idée Tout à fait. serait-elle de faire des choix en équipe pour une progression commune?
Alors, pour vous donner la petite histoire, en réalité, les programmes d'EVAR et les programmes de MC, ils ont été écrits en même temps. C'est-à-dire que quand moi j'étais sur le groupe d'écriture des programmes d'EVAR, dans une pièce à côté, il y avait le groupe d'écriture des programmes de MC. Et nos pilotes de groupe, entre chaque séance d'écriture, communiquaient et se mettaient d'accord sur certaines notions en disant bah, en EMC, ça, on va le mettre dans les programmes, donc nous, on ne le met pas dans les programmes d'EVAR, ou en EVAR, on le met dans les programmes, donc on ne le met pas dans les programmes de MC. Donc c'est très juste, il y a une vraie complémentarité entre les deux. Alors bien sûr, à partir du CP, puisqu'il n'y a pas de MC en maternelle, mais l'intérêt aussi, c'est que pour le MC, on a 36 heures. Donc, bah, ça permet d'avoir des séances sur des sujets d'EVAR qui apparaissent dans les programmes de MC et qui sont donc dans les 36 heures de MC. Ça fait gagner un peu de temps. Mais oui, en fait, il y a une vraie corrélation entre les deux et une discipline sert l'autre et de façon réciproque. Voilà. Mais en fait, c'est ce que vous faites tout le temps de la transversalité. Vous n'avez pas attendu les programmes d'EVAR pour utiliser un texte d'histoire pour travailler une notion de MC, utiliser un texte de sciences pour travailler de la production d'écrit, etc. Donc là, c'est exactement le même principe, en fait. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Pour l'instant, on a fait le tour des questions. On va peut-être éventuellement attendre 1 ou 2 minutes, voir si on a des questions de dernière minute. Et puis ensuite, on pourra clôturer ce webinaire riche en informations. Et la personne à qui vous venez de répondre précise: «Oui, merci beaucoup, vous avez répondu donc à sa question». Super. Dans ce temps-là, j'essaie de remonter le diaporama pour que ceux qui ne l'ont pas vu puissent peut-être mieux le voir. Ah, on a une dernière question. Comment réagir quand on s'aperçoit qu'un élève est choqué par nos propos? Alors, j'ai 2 réponses à ça. Si ça arrive, parce que bon, la première réponse, c'est que ça ne devrait pas arriver, puisque normalement, on ne dit pas plus que ce qu'eux vous ont apporté. Donc, a priori, il n'y a pas trop de raisons qu'ils soient choqués par vos propos. Éventuellement, ils peuvent être choqués par les propos de leurs camarades, parce qu'ils n'attendaient pas à ce que le camarade pose telle question ou utilise tel terme, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plus probable. Mais après, on reste humain et du coup, des fois, on peut se laisser emporter et puis on ne voit pas forcément le problème. Enfin, voilà, donc ça peut malgré tout arriver. Si jamais ça arrive, et ben, du dialogue, encore une fois, lui demander ce qui l'a choqué, lui demander ce qui l'a embêté, lui demander ce qu'il a compris. Et vraiment, vous voyez, c'est toujours cette démarche-là, c'est de lui demander et de faire verbaliser, parce que si on commence aussi à interpréter sur les raisons pour lesquelles il a pu être choqué, on va essayer d'expliquer en répondant à cette hypothèse. Si ce n'est pas la bonne hypothèse, du coup, on risque de le choquer encore plus. Donc vraiment, c'est le faire verbaliser sur ce qui l'a embêté. Si ça se trouve, et ça, je pense, ça nous est tous arrivé, où des enfants ont mal compris un mot ou on ne connaissait pas la définition d'un mot et ont du coup mal interprété nos propos. Et si ça se trouve, c'est ça qui se passe en fait. On a dit quelque chose, ils ont une autre image, un autre sens derrière le mot qu'on a employé. Et du coup, ils disent: «Oula, qu'est-ce qu'elle a dit la maîtresse ou le maître?» Et en réalité, ce n'est pas du tout ce sens-là qu'il faut mettre derrière le mot que vous avez employé. Donc vraiment, leur demander ce qui les a embêtés, leur demander ce qui les choque. Voilà, de manière générale. Après, sinon j'ai l'exemple aussi de la situation sur la puberté où moi j'étais partie des représentations des élèves. Quand j'ai fait l'intervention dans une classe, j'ai demandé à la maîtresse pour qui je faisais l'intervention de recueillir sur des papiers anonymes toutes les questions et les choses dont les élèves, enfin les choses que les élèves savaient sur la puberté. Et j'ai recueilli ces questions et ces affirmations et j'en ai fait un document et on est parti de ce document pour se lancer dans la séance. C'est une des séances que je proposerai dans le nouvel ouvrage. Et en fait,
quand ils ont lu leurs propres questions, le fait de voir leurs questions lues par les autres, alors que c'était anonyme, hein, il n'y a pas du tout de nom sur le document, mais de lire eux-mêmes leurs questions, mais au milieu des autres, ça les a mis dans une situation un peu gênante. Et du coup, j'ai pris 10 minutes pour discuter avec eux de cette gêne. Voilà. Qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi ça vous gêne? Est-ce que c'est vraiment gênant? Et du coup, on en a discuté. Voilà, on est allé sur le sujet et on a discuté de cette question de la gêne et le fait d'arriver à la conclusion qu'en fait, bah, la puberté, tout le monde le vit, tout le monde y passe, que c'est un changement du corps, que ça peut être embêtant pour tout le monde. Et ben voilà, on a évoqué le sujet de la gêne et on a pu continuer la séance. Alors, on a plusieurs questions. Une personne qui demande si au cycle 1, vous abordez la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Alors, il y a des ouvrages pour ça qui sont très bien. Je pense à HB dans mon ventre, dans le ventre, mon ventre, je ne sais plus, il y a. Moi, ça, j'ai envie de dire, je suis sûre que les enseignants le font déjà. En fait, ils n'ont pas attendu l'EVAR. Moi, typiquement, c'est le genre de séance que je faisais dans ma classe sans savoir que je faisais de l'EVAR. Vous avez des enfants dans votre classe, il y a un petit frère, une petite sœur qui arrive, il y a des questions qui se posent, bah oui, on en parle. Voilà. Après, pour le coup, on répond à leurs questions. On peut faire un dessin pour accueillir cet enfant. On peut faire un dessin, une petite lettre pour féliciter le grand frère ou la grande sœur d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Enfin, voilà, il y a de multiples façons d'en parler. Et il y a aussi la question, parfois, malheureusement, des accidents, des fausses couches, des choses comme ça. Et parfois, les enfants vous en parlent aussi. Donc, bah voilà, c'est pareil, ça fait partie de la vie. On parle de la mort dès la maternelle, on parle de la non-naissance dès la maternelle. Mais ça, pour le coup, il faut vraiment le faire parce que la situation se présente. Ça ne sert à rien de leur parler d'un d'un enfant qui n'a pas réussi à arriver à terme si la situation ne se présente pas. Ils ont toute la vie pour découvrir cette situation. Ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'on aborde parce que la situation se présente. Il ne faut pas l'éluder, mais ça ne sert à rien non plus de l'amener si la situation ne se présente pas. On a quelques questions par rapport à votre réponse précédente. Donc par rapport aux élèves qui étaient choqués éventuellement par certains termes ou certaines choses abordées. On a quelqu'un qui dit choqué par l'ensemble de la séance, camarades compris, il y a des enfants qui ne s'intéressent pas aux choses sexuelles, n'est-ce pas? Moi, j'y crois pas qu'il y ait des enfants qui s'y intéressent pas. Il y a des enfants dont les parents leur ont dit qu'il fallait pas que ça les intéresse, que c'était pas bien de s'y intéresser. Ça, oui. Et c'est là où c'est comme la question de la gêne, ça va être intéressant de vraiment discuter de cette question-là avec les enfants sur pourquoi ça t'embête qu'on parle de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet embêtement ou cette gêne ou ce choc voilà. Mais très sincèrement, à moins de pathologie, à moins d'enfants qui peuvent présenter des handicaps qui amènent à soit des retards, soit des décalages dans les intérêts, des choses comme ça. Voilà. Enfin, dans le développement psychosexuel d'un enfant lambda, l'intérêt, il est là. Enfin, ouais. Non, moi, j'y crois pas, un enfant qui ne s'intéresse pas. Mais par contre, un enfant qui vous dit qu'il ne s'y intéresse pas, c'est intéressant de s'intéresser à ça et d'aller chercher pourquoi. Ça peut peut-être vous donner des indices aussi sur ce qui peut se passer dans la famille. Voilà. Après, c'est pas forcément grave ce qui se passe dans la famille, ça peut juste être une famille qui va être très réticente et avec qui ça va être intéressant de communiquer et de faire de la pédagogie, comme je vous le disais tout à l'heure.
Cette même personne pose plusieurs questions. Donc là, suite à ce que vous venez de dire, je crains un viol de la conscience de l'innocence et la période de latence. Alors c'est là où je fais vraiment la différence entre la sexualité au sens où tout le monde l'entend et la sexualité telle qu'elle est écrite dans le Code de l'éducation. Parce que toutes ces périodes dont vous pouvez parler, elles font partie du développement psychosexuel des enfants. Les enfants, ils s'auto-stimulent dès tout petits. Les enfants, ils s'observent dès tout petits. Donc, c'est une vraie réalité pour eux. Mais par contre, cette réalité, elle n'est pas sexuelle dans le sens où les adultes l'entendent. Un enfant qui s'autostimule, il n'est pas dans un plaisir sexuel, il est dans un plaisir sensoriel, dans un apaisement, dans un geste qui va lui permettre de s'endormir parce qu'il se calme, voilà, parce que ça le détend, mais il n'est pas dans une relation sexuelle à son corps. Euh, et enfin, ça fait partie des choses aussi que je développe dans mon ouvrage, mais voilà, de ne pas faire de transfert d'adulte de la sexualité d'adulte sur la sexualité des enfants. Voilà, cette sexualité, elle existe, mais ils n'y mettent pas la même chose que les adultes dans le sens. Donc ça, c'est à nous de faire attention à pas faire ces transferts-là. Et si on ne fait pas ces transferts-là, il n'y a pas de raison qu'on aille plus loin que ce qu'ils sont prêts à entendre. Puisque, encore une fois, on ne fait que partir de leur proposition, de leur représentation. Et on ne fait que valider ou invalider ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils croient savoir. Alors, il y a deux autres questions rapides de cette même personne qui s'étonne de la mention de la puberté en CE1 et également qui demande si la gêne pourrait être associée à de la pudeur à respecter. Alors moi, quand je parlais de la gêne tout à l'heure, je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle pose la question, mais moi, c'était une classe de CM1, CM2, hein, c'était pas des CE1. Je pense que c'était Euh, par rapport à ça, la gêne, oui. Voilà, c'est ça. Donc la gêne, elle était simplement parce que, oui, parler des règles devant tout le monde, enfin, après, c'est ce qu'on a tous connu quand on était à l'école et qu'il y a des sujets qu'on n'a pas, ou pour lesquels on n'est pas forcément à l'aise de parler devant tout le monde. Mais je vous assure que le fait de prendre 10 minutes et de parler de cette gêne de façon explicite et frontale, ça a permis de poser les choses. Après, ils étaient tous d'accord, ils se disaient entre eux, ah bah oui, mais en fait, on le vit tous, bah oui, bah en fait, il n'y a pas besoin d'être gêné, et puis c'est normal de se respecter, etc. Enfin voilà, donc ça a vraiment posé les choses. Voilà, et du coup, la puberté en CE1, ça m'étonne. La puberté, c'est en cycle 3. Donc c'est pour la question d'avant, du coup, je m'étonne. Mais peut-être j'ai mal prononcé tout à l'heure et qu'elle a cru que je parlais du CE1. Mais non, c'était une classe de CM1, CM2. Après, si je peux juste compléter, parce qu'il y a eu un débat dans le débat sociétal là, sur l'idée de parler des règles dès l'école primaire et pas seulement en sixième. Et ça, c'est pareil, notre pilote a été très clair avec la presse sur le sujet. Il y a des gens qui font des lois qui ont un certain âge et puis il y a des gens qui sont sur le terrain comme nous, qui savent très bien que les règles, elles n'attendent pas la sixième pour se manifester dans les classes. Il y a plein de jeunes filles qui peuvent avoir leurs règles dès le CM1, voire le CE2, voire de façon exceptionnelle, effectivement au CE1. Et alors, je ne dis pas qu'il faut en parler dès le CE1 si la question ne se pose pas, mais en tout cas, en parler dès le CM1, CM2, c'est quand même bien de savoir ce qui va nous arriver avant que ça arrive. Voilà. Surtout que les familles ne sont pas toujours très à l'aise pour en parler. Donc, encore une fois, on a un rôle complémentaire. On a une autre question. Alors, il nous reste deux questions et après, je pense qu'on pourra clôturer le webinaire parce que je vois qu'on a déjà dépassé Dépassé. l'heure annoncée. Donc, je pense que
les gens vont avoir ensuite autre chose à faire. Mm. Donc, une première personne demande, connaissez-vous l'album Zizi et Zezette par Camille Laurence et Jess Powell paru en 2017? Ah, Si oui, qu'en pensez-vous pour l'utiliser en maternelle? À partir de quelle section? alors non, je me suis fait avoir. J'ai dit oui avec la tête parce que moi, c'est celui-là que je connais, Zizi et ZZ Potes d'emploi. Mais du coup, c'est pas les mêmes auteurs parce que moi, c'est Michel Escoffier et Duchesne. Et du coup, non, je ne connais pas l'autre. Et celui-là, dès la grande section, sans problème. Avant, c'est pas que ça pose un problème, c'est que je suis pas sûre qu'ils comprennent tout le texte. Mais l'autre, non, je le connais pas, je suis désolée. Et enfin, donc la dernière question, une main d'un petit garçon dans la culotte d'une petite fille en grande section. Les parents parlent d'agression sexuelle. Est-ce là aussi leur regard d'adulte qui leur fait dire cela ou est-ce le cas? Et comment réagir en tant que PE? Alors là, c'est pareil, je vais avoir du mal à répondre clairement à la question parce que vraiment, ça, c'est le genre de question où il faut avoir tous les éléments de la situation pour pouvoir répondre. Faut connaître les enfants aussi pour pouvoir répondre. Et là, je ne suis pas en capacité d'avoir toutes ces informations et donc de pouvoir faire une réponse juste. Ce que je peux dire de manière globale, c'est que on peut être dans une situation de découverte où il y a deux enfants qui vont avoir enfin, qui vont se mettre dans une situation un peu intime parce qu'ils sont curieux et qu'au moment où ils sont à voir, bah, c'est le garçon qui a la main dans la culotte de la fille. Peut-être que 10 minutes avant, c'était l'inverse. Voilà. Et ils sont dans une relation que je pourrais dire consentie, de découverte. Et là, on est dans un cadre de développement psychosexuel assez normal. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire aux enfants, c'est super, allez-y les enfants, découvrez-vous. Non, non, là, quand on les voit, on repose le cadre de l'intimité et du collectif. Et donc, alors les enfants, on comprend bien que ça vous intéresse, que vous avez envie de savoir à quoi ressemble l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs, on leur dit pas ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'EVAR et de parler des parties intimes en classe. Ça évite ce genre de situation. Mais par contre, les enfants, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire à l'école, voilà, et qu'on ne peut pas faire sans que l'autre soit d'accord. Voilà, il faut s'assurer que tout le monde est d'accord. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, où ce garçon qui a mis la main dans la culotte de la fille, il lui a pas trop laissé le choix. Donc oui, là, on est un peu de l'ordre de l'agression. Ceci dit, ça sert à rien d'aller porter plainte parce que les enfants, ils ont moins de 12 ans, il se passera rien. Mais par contre, moi, je m'inquiéterais. Alors, bien évidemment, je m'occuperai de cette petite fille pour savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, lui demander comment elle a ressenti les choses, est-ce qu'elle était d'accord, et lui expliquer à ce moment-là que bah, ça se fait pas, voilà, c'est pas comme ça qu'on agit avec ses camarades. Mais voilà, on lui repose gentiment le cadre et on s'assure qu'elle le vit bien. Mais c'est surtout le petit garçon qui met la main dans la culotte de cette petite fille qui m'interpelle. Et surtout s'il le fait de façon un peu forcée, où là, il faudrait se poser la question de pourquoi il agit comme ça. Et parce qu'en réalité, les enfants qui vivent des choses anormales, soit chez eux, soit enfin, en tout cas dans leur environnement personnel, et ça peut ressurgir de cette manière-là. Parfois, ça ressurgit par la révélation, mais en maternelle, c'est assez rare. Ça ressurgit plutôt par des actes d'imitation ou de provocation. Et donc, ça aussi, je le développe dans l'ouvrage. C'est que si vous dites aux enfants que ce genre de choses ne se fait pas et qu'ils s'arrêtent, c'est plutôt bon signe. Si vous leur dites que ça ne se fait pas et que ce petit garçon, vous le voyez recommencer avec d'autres petites filles, là, il faut vraiment s'en inquiéter. Et il faut se poser la question de ce qui peut se passer, de ce qui peut se passer chez lui, de ce qu'il peut subir. Donc, vous voyez, sans situation, je peux vous donner la réponse et son contraire. C'est dire que il faut vraiment avoir tous les éléments. Merci beaucoup Aurélie pour cette réponse et pour toutes les précédentes. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et nous allons donc le clôturer là.
On a un certain nombre de personnes qui vous remercient pour ce webinaire très intéressant. Merci à tous et on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci.